Auditeurs de Radio One, bonjour. Muse Productions a souhaité produire un projet de podcast dont le cœur battant est notre musique nationale. Nous avons donc mobilisé les ressources pour documenter et restituer en moins d'une heure la genèse de notre Sega mauricien. Géraldine Hennequin a documenté puis posé ce récit en 4 épisodes que vous entendrez dans la voix de Yannick Nanette. Bonne écoute. L'Odyssée du Sega est un voyage sonore consacré à cette musique née au cœur des Mascareignes. Elle en incarne l'âme vibrante. Sur plus d'un siècle, le Sega a traversé bien des tempêtes, de ses origines modestes à son bannissement par les élites, en passant par sa résilience face aux préjugés. Aujourd'hui, il se dresse comme un emblème culturel, sacré patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Mais que signifie ce statut ? Cela consacre le Sega comme un trésor universel, un héritage qui dépasse Maurice, Rodrigue, Agalega, La Réunion et les Seychelles. Il appartient désormais à l'humanité, à chacun d'entre nous. C'est là sa plus belle revanche sur l'histoire. Une musique née dans l'adversité, portée par des voix oubliées, qui résonne aujourd'hui avec une force universelle. Ce podcast est une traversée entre enracinement et métamorphose pour célébrer cet art qui, de l'ombre, a atteint des sommets. L'île Maurice du XIXe siècle n'avait rien d'une carte postale. Si elle était perçue par les colons européens comme une terre à exploiter, où la richesse se mesurait, entre autres, en hectares de plantations de canne à sucre, pour les esclaves, c'était une malédiction. Cette île, au milieu de l'océan Indien, n'avait de promesse que les fers aux pieds et le travail forcé jusqu'à l'épuisement, jusqu'à la mort. Dans l'air lourd des plantations, où sueur et larmes se mêlaient à la terre, par intermittence, quand le maître autorisait un rassemblement de cette masse laborieuse, soumise aux pires humiliations et punitions, pour étouffer une rébellion, s'élevait alors le son des tambours et des voix. Elle portait en elle une vibration. C'est sur cette pulsation, refusant de s'effacer face à l'innommable, que va naître un blues, le Sega. Était-ce là un cri de résistance ? Le Sega n'est-il pas le premier espace du marronnage ? Cette musique portait sans doute déjà en elle l'écho d'une liberté à venir. Maurice, carrefour et île à sucre. Au XVIIIe siècle, l'océan Indien est un espace de transit incontournable. La route des Indes, ce carrefour maritime, vital pour ces puissances coloniales européennes, traverse les Mascareignes. Et au cœur de cet archipel, l'île Maurice, alors appelée Île-de-France, se dresse comme un territoire géostratégique de premier choix. Maurice devient donc une île à sucre, son économie entièrement tournée vers l'exploitation des plantations. Mais ce sucre, qui fait la richesse des colons français, puis britanniques, est payé au prix fort, celui de la sueur et du sang des esclaves. Ils viennent de Madagascar, de l'Afrique de l'Ouest et de l'Inde, transportés dans des cales de navires pour alimenter cette machine coloniale insatiable. Ils travaillent du lever au coucher du soleil, sous les coups et les humiliations, sur des terres qui ne leur appartiennent pas. C'est dans ce contexte d'oppression et d'inhumanité qu'une musique naît. À cette époque, les esclaves n'ont rien. Aucun bien matériel, aucun droit, aucun répit. Mais ils ont leur voix, leur corps et leur mémoire. Pendant les rares moments de repos, souvent au clair de lune, ils se réunissent en secret, dans des clairières ou près des feux. Là, ils chantent, dansent et jouent de la musique. Ce sont ces rassemblements à la fois cérémoniels et exutoires qui donnent naissance au Sega. Le mot lui-même pourrait venir du portugais chega, qui signifie approche ou rassemble-toi. Des chercheurs comme Jean-Claude Carpanin Marimoutou ou Jacques Kourouma
privilégie cette hypothèse, évoquant l'usage du mot chega par les colons portugais, particulièrement dans leurs interactions avec les esclaves. Cette hypothèse est renforcée par les contacts historiques entre l'Afrique de l'Ouest et les Mascarenhs, facilités par la traite négrière portugaise. D'autres y voient une origine africaine, dérivée du wolof segu, ou seg, signifiant danser ou se mouvoir au rythme de la musique. Les recherches en linguistique historique et anthropologique, comme celles conduites par les linguistes Alain Kim ou Jean-Louis Joubert, ont notamment contribué à la compréhension de l'influence du portugais et d'autres langues européennes sur les langues comme le créole, parlé en Guinée-Bissau et en Casamance. Les créoles de l'océan Indien et le créole de la Casamance sont tous deux des langues créoles, nées du contact entre les langues africaines et européennes, principalement le portugais, le français et dans certains cas l'anglais. Chega ou Segu, les deux hypothèses principales sont débattues et ne sont pas mutuellement exclusives. En 1803, le naturaliste français Jacques-Gérard Milbert, lors d'une expédition scientifique à l'Île-de-France, décrit ses moments d'évasion. Il s'intéresse particulièrement aux instruments de musique fabriqués par les esclaves. Des tambours faits à partir de barriques recouvertes de peaux d'animaux, des maravanes tressées avec des graines enfermées dans des boîtes en osier et des triangles métalliques improvisés à partir d'outils agricoles. Claudie Ricot, directrice du Conservatoire national de musique François Mitterrand, affirme. Il y a beaucoup de mentions d'instruments de musique par les esclaves. Nous trouvons les mentions dans les carnets de voyage, dans les récits. L'iconographie nous livre beaucoup de détails. Donc à ce jour, pour moi, le premier instrument, c'est le bobre. Le bobre, il est présent dans plusieurs pays d'Afrique et il est mentionné très très tôt à Maurice, déjà avec Bernadette Saint-Pierre qui le mentionne. Il ne l'appelle pas bobre. Ils l'appellent tam-tam, comme beaucoup d'Européens, quand ils viennent à Maurice. Tout ce qui est non-européen, ils appellent tam-tam. Mais dans sa description, il dit que c'est une espèce d'arc où est adaptée une calebasse. Donc, ils en tirent une harmonie douce dont ils accompagnent leur chanson. Milbert, lui aussi, le mentionne. Il dit que c'est un instrument assez semblable, qui ont un simple fil tendu sur un morceau de bois souple et sur lequel il frappe avec une baguette. Donc ensuite, il mentionne que pendant la période de repos des esclaves, ils chantaient et s'accompagnaient de leur instrument favori, une espèce de violon. Milbert écrit dans Voyage dans les îles de l'océan Indien, paru en 1812 et édité par l'imprimerie de Dufresne à Paris. Les esclaves, réduits à l'impossibilité de communiquer par la parole, trouvent dans la danse et dans le son des tambours un moyen d'expression. Ces instruments, qui semblaient ne servir qu'à divertir, avaient un but bien plus profond. Ils étaient la mémoire du corps et du rythme, des échos d'un monde ancien, désormais perdu, mais jamais effacé. Ces instruments modestes et rudimentaires deviennent les outils d'une expression profondément humaine. Milbert décrit les pratiques qu'il voit sur les plantations en ces mots. Les malheureux esclaves, soumis à des travaux forcés sous un soleil de plomb, n'avaient pour adoucissement de leur sort que le peu de liberté qu'on leur accordait durant les fêtes. Et encore cette liberté était-elle réduite à des danses et des chants qui, loin de les réjouir, n'étaient que l'expression de leur douleur intérieure et de leur résignation à une vie sans espoir. Cette musique est méprisée par les élites coloniales. Le Sega gardera longtemps ce sceau de la honte, bien après l'abolition de l'esclavage, des décennies plus tard. La bonne société continuera à la considérer comme une distraction pour les va-nu-pieds, une distraction vulgaire des travailleurs pauvres et descendants d'esclaves. Pourtant, ces jugements n'entament pas sa persistance. Le temps passe, mais le Sega tenace survit. Il est transmis oralement, dans les arrière-cours, sous les porches des boutiques, autour d'un feu de camp à la plage. Puis vient l'année 1925. Dans le petit village de quartier militaire, au centre de l'île, un jeune homme frêle, mais à la voix puissante, fait son apparition. Alphonse Ravaton, alias Tifrère. Tifrère est un fils d'ouvrier agricole. Il grandit dans une pauvreté rude, mais sa voix rocailleuse et son génie musical en font un pilier du Sega traditionnel. Avec des instruments simples, tambour, triangle, maravane et une poésie brute, il compose Tamassa. Ce titre raconte la fête, la résistance et la vie de tous les jours des Mauriciens modestes. Quelques années plus tard, la maison de production d'Amou décide de l'enregistrer sur un 45 tours,
Pendant des années, il va composer, sans relâche. Rien n'est écrit, tout est dans la tête d'Alphonse Ravaton. Colette Lechartier a documenté pour le Centre Nelson Mandela pour la culture africaine la pratique du Sega par Alphonse Ravaton. Elle témoigne. C'est tellement authentique, c'est tellement terre à terre, c'est tellement dans son monde à lui, son monde créatif à lui. Parce qu'il dit créer, il va écrire une pure réalité, ça. Disons, il peut vivre dans un endroit quand il est militaire ou quand il était. L'événement qui est arrivé, tout de suite, vous composez ce là. Tout de suite, sa spontanéité est arrivée, et il composait, là, il n'est pas écrire, mais dans son mémoire. C'est le quotidien des gens ordinaires qu'il va chanter dans son village. Ainsi naîtront les morceaux Angéline, Papitou ou encore Charlie-O. Ce premier épisode s'arrête ici, mais l'histoire du Sega ne fait que commencer. Cette musique née dans la douleur est devenue la colonne vertébrale de la culture mauricienne. Elle a essaimé dans l'océan Indien. Ce sont des débuts dans la douleur, mais la mutation va arriver, Géraldine Hannequin, n'est-ce pas? Tout à fait. Mais sans déflorer le sujet, oui, le Sega, c'est cette plainte qui va devenir un chant. Cette fois-ci, prenons le temps de survoler l'univers de Tifrère, figure emblématique du Sega typique mauricien. Sans revendication bruyante, sans fracas, et parce qu'elle porte en elle l'universel, sa musique a marqué à jamais l'identité culturelle de l'île Maurice. Né en 1900, Alphonse Ravaton, connu sous le nom de Tifrère, incarne le Sega mauricien traditionnel, dit Sega typique. L'homme portait en lui un héritage métissé, reflétant à la fois des origines malgaches par son grand-père et indiennes par sa maman. Cet ancrage culturel pluriel transparaît invariablement dans sa musique. Marcel Poinen, fervent défenseur de la langue créole et du Sega, compagnon de route de Tifrère pendant de longues années, revient sur cette identité plurielle. Tifrère, Alphonse Ravaton. Alors, Simodiali, Ravatona. Mais en malgache, nous pas prononce ça à là. Il écrit R-A-V-A-T-O-N-A. Alors, Ravatona. Mais ici, nous disons Ravaton. Alors, il est intéressant. Donc, Ravaton, c'est d'origine malgache. Alors, si je prends comme référence Tifrère, qui me joignent, qui me travaillent en lit, qui me bien causent en lit, et qui, à un moment, dans nos rencontres, ils finiront en transe, dans lui-même, quand les filles sentent une santé en langue malgache. Il n'est pas cause malgache du tout. Alors, ça rythme qu'il t'a donné là, ça c'était son grand-père. Mais intéressant. Les textes de Tifrère étaient une photographie de la ruralité mauricienne et des petites gens. Les écouter aujourd'hui, c'est écouter une époque révolue. Les expressions et tournures utilisées par Tifrère dans ses compositions reflétaient le parler populaire de la première moitié du XXe siècle. Certaines de ces expressions ont disparu ou changé de sens au fil des générations. En écoutant ces textes, on découvre une richesse lexicale qui était liée à la classe populaire. Des termes comme trapper et loguer pour parler du jeu de son triangle, ou encore certaines descriptions de relations conjugales et de la condition sociale, sont désormais moins courants. Ils témoignent d'un créole marqué par son contexte historique avant les influences modernes et globalisées. Tifrère, par son rôle de chroniqueur du quotidien, a figé dans le temps un créole d'une authenticité rare. Ces textes sont une mine d'or pour comprendre l'évolution linguistique et culturelle de Maurice. Colette Lechartier a documenté pour le Centre Nelson Mandela pour la culture africaine la pratique du Sega par Alphonse Ravaton. Elle témoigne. Il y avait une expression typique créole dans la campagne, typique créole qui typique à la chasse, ça c'est un cas où vous investissez vraiment. Et puis il y a aussi une expression bojpouri qui fait rentrer dans ce Sega aussi. Ce qui fait que ce Sega, c'est une belle image de la communauté mauricienne, la campagne.
campagne. Hein. La campagne, à une certaine époque, quand nous disons ça, l'espèce d'harmonie qui existait entre créole et indien qui habite là. Parce qu'il n'y a aucune barrière. Hein. Et les icônes exploitent ça, puis ils mettent ça dans ce CEGA pour traduire sa réalité là. Hein. C'est Canal Bélo. Et si vous dites sur un texte, vous trouvez ça avec le mot de qui retournait les temps là. Et ça, vous croyez, c'est une originalité Tifrère. Tifrère ne vivait pas de sa musique. Il cumulait des petits métiers pour subvenir à ses besoins. Les après-midi, après des heures de labeur, il retrouvait son frère Ange et son fidèle Ravani Mayoun pour interpréter des chansons qu'il composait lui-même. Il chantait les tourments conjugaux, les relations entre mari et femme et les luttes des petites gens, donnant une voix poétique à une classe sociale souvent invisible. Très vite, cette masse de gens ordinaires l'appelleront le roi du Sega. Géraldine, vous nous avez embarqués à la rencontre d'un homme, Tifrère. Et oui, il restera celui qu'on appelle le roi du Sega, c'est un fait. Et il va créer une émulation. Pierre Argot, photographe, a régulièrement visité Tifrère à quartier militaire. Il avait l'œil pour capter des inédits. C'est avec une certaine délectation qu'il raconte Alphonse Ravaton, devenu un géant du Sega. Évidemment, mon intéressé connaît côté était de plus en plus mauvais une photographe, en plus tu perds envie, il immortalise lui. Mais quand un Dimoun découvrait un petit frère, quand un Dimoun dans ce décor, c'est une relation pour la vie. Pour une première rencontre, c'est là, quand moi j'ai un petit frère, et ça évidemment, personne ne peut rester indifférent. Même ce bouille, quand petit frère causait, quand il tape ce petit rhum, alors là, c'est un homme très jovial. Il tient un camarade, ben Franco, ben patron de chasse, il est camarade à tout le monde. Contrairement à ce que beaucoup imaginent, Tifrère ne jouait pas de la ravane. Son instrument de prédilection était le triangle, un élément central du Sega typique. Il attachait une importance particulière à sa fabrication, insistant pour qu'il soit fait exclusivement en acier, afin d'obtenir une tonalité parfaite. Jamais avec un autre fer, disait-il. Il récupérait son matériel à l'usine sucrière de Mont-Désert-Allemand. Claudie Rico. Le Sega typique, il a plusieurs rythmes. Au départ, quand on expose le chant, donc on va donner un rythme qui est plutôt lent. Et puis quand il y a eu la roulade, où vraiment ça s'anime, le rythme change. Donc ça c'est assez typique, ce sont les deux caractéristiques je crois. C'est-à-dire il y a le rythme en plusieurs temps, lent au début et plus rapide à la fin. Et puis cette alternance entre le 3 et le 2, groupe de 2, groupe de 3, qui est caractéristique de notre Sega. Il y a des rencontres qui changent une vie, un parcours. Et dans les années 40, celle fortuite entre Tifrère et Serge Lebras sera déterminant pour le Sega mauricien. Personne ne savait que ces deux compères deviendraient des géants de notre patrimoine musical. Serge Lebras, encore un jeune homme des villes, quitte temporairement le milieu urbain pour s'installer à quartier militaire en tant qu'apprenti garde forestier pour le département des bois et forêts. Très vite, il entend parler de Tifrère, ce chanteur griot qui enflamme les après-midi du village avec ses compositions et sa voix singulière. Curieux et séduit, Serge se rapproche de lui, fasciné par cette musique qui jusque-là lui était quasi étrangère. Quelques semaines avant son décès en avril 2023, Serge Lebras nous a reçus chez lui, à Beaubassin. Ses souvenirs étaient parcellaires, mais il parlait avec fébrilité de cette époque où il se nourrissait de la créativité brute de Tifrère. Tout le monde dit quand tu m'étais petit, ado Tifrère. Moi, la maman, grand camarade avec Tifrère. Ma bolé ma didi bol baya balé didi ay bolé tum kanjata moshima bolé faire ça mon gars moshima bolé faire ça ça même petit faire comme moi ça c'est pas un petit peu faire et les ça t'as tous les jours on me bien dire que tu fais faire moi sans Sega si moi va une compte tu fais quand tu es militaire on va tu fais une chance Sega nous la prendre Sega pas tu fais si vous me tapez avant pour mes Sega qui me sont c'est un Sega de Tifrère
Petit frère devient son mentor. Serge l'accompagne dans ses déplacements, absorbant les techniques, mais surtout l'esprit du Sega typique. Ce lien entre les deux hommes marquera un tournant dans la diffusion du Sega. Serge, avec sa peau claire et son aisance en français, incarne un pont entre le Sega des campagnes et un public urbain plus large. Ses premières compositions, interprétées dans des contextes plus acceptables pour les classes sociales dominantes, commencent à ouvrir timidement les portes de la petite bourgeoisie créole au Sega. Cette période marquait selon lui une véritable naissance pour le Sega moderne. Avec l'influence de Serge Lebras, une nouvelle génération de passionnés se met à composer et chanter le Sega, élargissant son rayonnement. Parmi eux, des figures comme Michel Legris, Fanfan, Marclène Antoine ou encore le couple Cassambo. Les soirées Sega, organisées dans des arrière-cours, sur les plages de Bénarès ou du Morne, deviennent des lieux de communion musicale et sociale. Colette Le Chartier raconte ses soirées Sega. Tina Cassambo, Tina Fanfan, Tina, tout ça, ben, Timon, ben, la voix, ben, personnalité, ben, mémoire. Et il est intéressant, ça peut être la manière dont Sega est interconnectivité. Il est pareil, hein? Tina, ça fait de bois là, Tina, tu as besoin de petites choses avant, Tina, ben, une femme qui a tout pareil, Tina, ben, une façon de danser, qui s'est passé après, c'est quand même tout connaît, c'est acceptable, il est accepté, là, ben, c'était comme ça, il n'est pas petit barbare du tout, hein, c'était la vie, il n'est pas pismelière maintenant, mais tout ça, c'était la vie qui est commun à tout ce monde-là. Mais c'est petit frère qui est le moteur, c'est petit frère qui pousse tout ça là, c'est lui qui déclenche tout ça là. Hein. Ces fêtes, bien que vibrantes et fédératrices, étaient mal perçues par la société dominante. Le Sega restait relégué aux marges, vu comme une distraction des classes populaires, voire un dévoiement pour les cholos. L'Église catholique, pour sa part, le condamne. Les élites le méprisent. Pendant des années, cette musique restera un grondement dans les bas-fonds de la société mauricienne. Ignorée des grands événements, des mariages et surtout des ondes de la radio nationale. À l'époque, les bien-pensants méprisaient ouvertement tout ce qui avait trait à l'utilisation de la langue créole, qu'ils considéraient comme vulgaire, primitive ou indigne de l'expression artistique ou intellectuelle. Pierre Argot. D'abord, il ne faut pas qu'il n'oubliait que l'Église, il compte Sega. Et tout ça, la grande société, tu comptes Sega. Pas si capable de mettre Sega dans une fête. Et tabou, considéré comme une affaire cholo, etc. Si pas tu es un petit frère, pas tu connais un trait d'union avec le passé et nous. C'est petit frère qui vient d'arriver, il donne ça, il donne beaucoup de monde, il donne les brasses, il donne la bonne, l'envie, le goût de continuer. Le deuxième trait d'union, c'est le brasse. Parce que le brasse, ce trait d'union, c'est ramener dans la société. Tabou, qui était tabou. Deux êtres, pour moi, très importants, petit frère, le brasse. Ok? Et puis tout le reste, évidemment, un suiveur qui continue avec le flambeau. Mais petit frère, les filles amènent-nous ça, part de l'histoire du Sega. Comment il s'y était, il ramène-nous ça. Et c'est grâce à petit frère qu'il reste vivant. Parce que sans petit frère, tu prenais à bout de quelques-uns. Mais comme petit frère était populaire, connu, pour nous, quand un petit frère, on a une excuse de quand même Sega parce que petit frère. Cette vision s'enracinait dans une hiérarchie culturelle coloniale, où seules les langues européennes, notamment le français et l'anglais, étaient perçues comme porteuses de prestige et de raffinement. Claudie Rico. Mais le quadrille était à la mode en Europe. Donc tout ce qui se faisait en Europe, bien sûr, arrivait à Maurice un peu plus tard, mais on suivait la même mode, hein, que ce soit vestimentaire, musical. Donc on a suivi la même mode. C'était très populaire en Europe. Donc c'est devenu très populaire à Maurice. Le quadrille, un peu comme le jazz, il permet d'introduire beaucoup d'autres influences dans cette danse. Donc c'est en 5 mouvements. Et le dernier mouvement qu'on appelle final, en général, était un mouvement rapide. Et très souvent, on remplaçait ce dernier mouvement par un Sega. Le chemin du Sega pour sortir du fait noir a été long et semé de préjugés. Ainsi s'achève cet épisode 2.
Mais souvenez-vous, le son de la ravane a porté un long écho dans la nuit jusqu'à nous, témoin vibrant d'une identité et d'une histoire en mouvement. Ce cheminement pour arriver jusqu'à nous aujourd'hui est si méconnu. Oui, et on en fait peu cas, et pourtant c'est bien notre histoire. Je vous propose qu'on poursuive cette écoute. Le Sega, bien avant de devenir une scène institutionnalisée ou un produit touristique, est né et a grandi dans les recoins modestes de l'île Maurice. Dans l'épisode 2 de cette série, nous avons évoqué cet art qui se pratiquait dans le fait noir. Des années 60 jusqu'aux grandes mutations culturelles, il était au cœur de véritables cérémonies populaires où se mêlaient rythme, chant et espoir d'une vie meilleure. Dans la bourgeoisie locale, seuls les esprits libres sont interpellés par le Sega, le ressentent aussi dans leur chair. Ainsi, on peut lire dans le journal Advance du 6 septembre 1956 ces mots de Malcolm de Chazal, écrivain mauricien longtemps tenu à la marge par la communauté à laquelle il appartenait. Le Sega est une catégorie de chants que nul disque, boîte de sardines de la musique, ne saurait rendre. Que ceux qui veulent vivre cueillent le temps aux lèvres du Sega. Ils prendront un autre goût à la vie. L'île Maurice a des racines. Cette nuit-là, au Morne, m'a mis profondément dans mon pays. Le poète qui a participé à l'une de ces soirées sur la plage du Morne n'en revient pas indemne. Ces soirées, souvent appelées soirées Sega ou Sega dans la cour, rassemblaient quasiment que la classe populaire autour d'un feu, sous un ciel étoilé. Dans une île Maurice encore partiellement privée d'électricité, le feu servait de lumière et de cœur vivant, autour duquel résonnait le son de la ravane, du triangle et parfois de l'accordéon. Claudie Rico explique. Les choses avancent, si vous voulez, avec les instruments qui deviennent populaires à Maurice. L'accordéon, le violon, la guitare seront repris par les descendants d'esclaves. Ils sont tous en général très talentueux. Ils sont musicalement très forts. Donc très vite, ils peuvent prendre un instrument et le maîtriser. Donc, quel que soit l'instrument à la mode, ils vont suivre cette mode et essayer tous les instruments. C'est pour ça qu'on a beaucoup de descriptions de Sega avec violon, avec guitare, avec accordéon, quel que soit l'instrument. Donc l'accordéon a pris une place importante jusqu'aux années 1960 avec Petit Frère qui avait encore son frère qui en jouait. Et puis l'accordéon a disparu de notre Sega. Il est encore présent à Rodrigue, il est encore présent ailleurs, mais pas chez nous. Maurice a évolué différemment. Il y a des raisons pour cela. Les familles du Sega, une transmission vivante. Le Sega des origines doit beaucoup aux familles qui l'ont porté, génération après génération. À Petite-Rivière, la famille Cassambeau accueillait des foules pour ses soirées inoubliables. À Chamarel, la famille L'Intelligent faisait vibrer les montagnes. À Port-Louis, la famille Nelson, et notamment Rosemée qui a marqué les esprits avec la rivière Tanier, une berceuse unique en créole, un hommage poétique à la rivière Latanier et les lavandières de la vallée des Prêtres. Dans le nord, à Rivière-du-Rempart, c'était la famille Legris qui maintenait la flamme du Sega vivante. Dans le sud, Fanfan faisait danser les habitants de Maillebourg. Et au centre de l'île, à quartier militaire, le roi du Sega, Petit Frère, tenait son trône musical. Accompagné de son frère Ange à l'accordéon, de Marlène Ravaton, sa nièce, au chœur et parfois au chant solo, de Mayoun, son fidèle ravanier, dont la frappe inimitable sur la peau de la ravane donnait vie au rythme. Un petit vin blanc, un grand bonheur, tous les samedis la bouteille qui va sur la table, qui pouvait dans mon vie, qui pouvait dans mon noir, qui pouvait dans sa petite noir là, qui parle paysan. Petit Frère avait appris l'art du Sega dès son plus jeune âge, en accompagnant son père lors des bals bobèches organisés dans les villes. C'est dans ces soirées modestes, parfois improvisées, qu'il a appris à insuffler au Sega une authenticité qui traverserait les époques. Le Sega traditionnel des années 60 réunissait hommes, femmes et enfants dans un esprit de partage. Les femmes, loin d'être spectatrices, jouaient un rôle central, souvent au chant ou dans les chœurs.
Josiane Cassambo, Micheline Virasormi, Marlène Ravaton et Marie-Josée Clancy sont parmi les voix féminines qui ont marqué cette époque. Contrairement aux représentations touristiques qui viendront plus tard, les femmes portaient leurs vêtements quotidiens et les hommes dansaient parfois davantage qu'elles. Les grandes jupes colorées, emblématiques du Sega folklorisé, n'étaient pas encore de mise. Elles apparaîtront avec la nécessité de scénographier les ségatières pour répondre aux attentes des touristes. Le Sega vrai, celui des arrière-cours, était brut, spontané et profondément humain. Ces soirées étaient aussi des moments d'évasion, où les participants oubliaient leurs conditions de vie modestes. L'alcool coulait souvent à flot, mais cela faisait partie d'un rituel où les corps se reconnectaient à un rythme ancestral venu de loin. Une danse où les corps se frôlaient sans se toucher, pieds nus sur la terre battue. Les soirées Sega ordinaires s'achevaient souvent autour de minuit, mais pour les grandes occasions, Pâques, Nouvel An, elles se prolongeaient jusqu'à l'aube. La fête se poursuivait parfois par un pique-nique collectif en bus jusqu'à la mer, où la musique et les rires se mêlaient au bruit des vagues. Pierre Argot, photographe, replonge dans ses souvenirs et raconte. Pour eux, c'est d'abord un divertissement, c'est-à-dire, quand je travaille, par exemple, Cassambo, il tient une casserole tous les jours, il fait casserole dans un champ de canne, pas qu'il y a une machine pour casserole à l'époque, Cassambo tient une casserole. Et sa femme, qui dans la case, qui mangeait, nettoyait, etc. Pour lui, quand il rentrait samedi après-midi, une bonne affaire qu'il raconte, rassembler sur mon camarade, sur mon frère, par exemple, ici son frère s'appelle Rollo, souvent, je tape un petit rhum, je prends, je travaille, je jouais. Mais des fois, ça ravane là, il gonflait, les autres qui venaient, les danseurs, chacun amène ce petit rhum, je ensemble, je causais, et voilà, qui s'égale à coup, commençait, c'est-à-dire, tout mon voisin venait, et quand on dit un voisin, c'est pas seulement mon voisin créole, c'est mon voisin hindou, dans Petite Rivière, c'était je ne vive en bonne entente, comme un vrai Mauricien. Et ça, jusqu'à 2h, 3h du matin. Un jour, me rappelle, me rendre compte moi, aussi un Sega la cour. Ouais, t'as mon guette Mojin de lendemain, Mojin tient à la boue. Le petit connaît lui pédance dans la boue. Tellement qu'il tient à vraiment ni ça terrible. Après, nous prenons le temps de revine guetter, c'est vrai, effectivement. la pluie tombait, nous pas trop la pluie, mais nous danse dans la boue, quoi. Mais c'est une marine ambiance, moi pas connaître pas capable de trouver ça aujourd'hui. C'est une ambiance vraiment extraordinaire, des voisins, des cousins, de tout le monde. Peu à peu, avec l'arrivée des touristes, dans les années 70, le Sega a quitté les cours, les porches des boutiques et les plages. Il a pris une nouvelle forme, plus scénarisée, répondant aux exigences commerciales. Les hôtels ont transformé cette musique authentique en un spectacle introduisant des éléments visuels et chorégraphiques pour plaire au regard extérieur. Mais ces métamorphoses, bien que nécessaires à sa survie dans un monde en mutation, marquent aussi l'époque où l'arbre du Sega va donner plusieurs branches. Pierre Argot affirme encore. D'abord, il devient un spectacle. Il n'est plus griot, il n'est plus raconte des histoires à mon voisin, raconte toutes mes histoires, mes affaires village, comment les Africains appellent sous l'arbre à palabres. C'est un peu les autres arbres à palabres dans le Sega. Et là, donc, pour l'hôtel, bizarre, l'autre organisation, c'est là côté un petit robe blase qui, etc., couleur, afflait, etc., mais bon, je bien fait un spectacle, et premier dans cette chose-là, c'est coupe Clancy. Alors, c'est eux qui n'amènent tout ça, une méthode de à genoux, en bas, etc., vaner, et tout ça, c'est couple, le couple Clancy. C'est une nuit qui a changé le cours d'une musique, d'une culture et peut-être même d'une nation. Le 24 octobre 1964, dans un cadre majestueux au pied de la montagne du Morne, 6000 spectateurs assistent à un événement sans précédent, la Nuit du Sega. Cet épisode unique célèbre la créolité, le métissage de l'île Maurice et donne au Sega, jusqu'ici relégué dans l'ombre, une tribune inédite.
Mais derrière ce grand rendez-vous, c'est aussi une île Maurice en pleine mutation qui se dessine. Les années 60 voient émerger une industrie touristique naissante. Pour séduire les voyageurs étrangers, les hôtels mauriciens se mettent à valoriser les traditions locales. Claudie Rico. Bon, la nuit du Sega en 1964 a été pour moi le tournant qui explique beaucoup de choses dans l'évolution de notre Sega, c'est-à-dire le Sega mauricien par rapport à ce qu'on trouve à La Réunion, Rodrigue ou Seychelles. Donc c'est un concours qui fait appel au Sega typique, c'est bien spécifié dans les règlements du concours typique et qui demande qu'on utilise des instruments comme ravane, maravane, triangle et bobre ou tout autre instrument traditionnel. Et lors du concours, c'est donc un petit frère qui est gagnant. Il gagne le premier et le deuxième prix d'ailleurs. Et c'est à partir de là qu'il est propulsé. Les journaux, la presse de l'époque a vraiment bien couvert l'événement. On a eu le CNE1, l'Express, le Mauricien et Advance qui ont consacré leur première page sur plusieurs semaines à cet événement et aux gagnants des concours. Des photos, des interviews. Il faut se rendre compte que la nuit du Sega a quand même attiré un peu plus de 5000 personnes. Même pour aujourd'hui, c'est beaucoup. Donc, c'était en fait gigantesque le travail qui a été fait sur la montagne du monde, sur le flanc, pour faire le programme. Et puis, ça descendait jusqu'à la plage et jusqu'à la mer, parce qu'il y avait un feu d'artifice sur mer. Donc, c'était vraiment, même pour aujourd'hui, je trouve que c'est grandiose, vraiment spectaculaire, et ils ont fait avec les moyens de l'époque, 1964. Donc je pense que Petit Frère a été propulsé à ce moment-là. Il a été connu de manière publique, pas juste dans les chassés. Roseda est l'onde de choc. Cette nuit-là, un concours de Sega est organisé. 7 groupes se succèdent, portant haut les couleurs de cette musique longtemps marginalisée. Ils sont ainsi présentés dans le programme officiel de la soirée. Groupe dirigé par Mel Elsirodol, Loïs Cassambeau, André Bech, Laval François, Badoun Verlop, Alphonse Ravaton alias Tifrère, Cyril Mercure de Rodrigue. Pour clore son discours, Alain Desmarais, le directeur de cet événement, dit ceci. Tous les Sega qui vous seront présentés ce soir sont inédits. Pour le Sega le plus populaire, c'est d'après le volume et la durée des applaudissements du public que le jury établira le gagnant. Et c'est ainsi qu'émerge une voix qui résonnera pour toujours. Celle de Tifrère, déjà légendaire dans les soirées Sega, mais inconnue du grand public. Quand il entonne Roseda, le public est conquis. Pour moi, je retourne dans la cour. Moi, tout mon petit beau qui fait. Après, badine beau qui fait avec poignet la sang dans la main. Quelques jours plus tard, Roseda est diffusé à la radio nationale. Un moment historique. Le Sega, jusque-là ignoré des médias, entre dans chaque foyer mauricien. D'autres artistes suivent le mouvement. Une véritable émulation culturelle s'installe. Le Sega, longtemps méprisé, est désormais entendu par tous. La langue créole trouve enfin une place sur scène. Mais pour Tifrère, c'est une revanche tardive. À 64 ans, il reçoit enfin la reconnaissance officielle qu'il mérite. Quelques années plus tard, il est même décoré par la reine d'Angleterre, recevant le prestigieux titre d'officier de l'Empire britannique. Pourtant, malgré ce succès, Tifrère reste fidèle à ses racines, le Sega typique. Ce Sega brut, accompagné de la ravane, du triangle et de la maravane. Pour lui, le Sega n'est pas un spectacle, c'est une vérité. Pierre Argot replonge dans ses souvenirs et raconte. Brel qui déjà écoute Tifrère et il sentit aussi une petite vibration. Il n'est pas le Mauricien comme à nous, mais pour dire que si Brel a une petite vibration, on peut dire quand même, c'est pas dans la voix de n'importe qui. Ce 24 octobre 1964 est aussi marqué par la présence d'intellectuels et d'artistes qui font l'âme de l'île. Parmi eux, Marcel Cabon, figure incontournable de la littérature mauricienne, qui présente ce soir-là son texte « Kélibé Kéliba » aux accents malgaches puissants. Le récitant. Et le vieux roi d'Assakali, qui était si noir, Et le vieux roi d'Assakali disait à la veuve rieuse qu'il avait mise à son côté, « Hâtons-nous d'aimer, l'heure est douce. Hâtons-nous d'aimer, l'heure est brève. Et les vieux rois d'Assakali, qui régneront après ma mort,
auront grand faim de côtelettes. Marcel Cabon, Kélibé Kéliba. Pourtant, malgré son succès retentissant, cette nuit du Sega n'a jamais été reconduite. Elle reste unique, mais elle a ouvert une voie royale pour le Sega et ses déclinaisons futures. Les héritiers du Sega. Le Sega typique a trouvé en Ménoir, en la famille Nelson, en Fanfan et tant d'autres, des ambassadeurs passionnés. Mais il a également évolué, donnant naissance à des formes nouvelles et engagées. Il y a le Sega engagé, avec des figures comme le groupe Latanier ou Siventinien, qui ont porté des revendications sociales et politiques, notamment dans les années 70. Plus tard, a émergé le Seggae, fusion du Sega et du reggae immortalisé par Kaya, icône de toute une génération. Dernier né, le Sega Jazz, porté par des contemporains tels que Marianne Bovjon ou encore Philippe Thomas, qui font résonner le Sega à travers de nouvelles sonorités. Ainsi s'achève notre traversée pour tenter de comprendre de quoi est fait le Sega. Cet arbre immense aux racines multiples qui puise sa force dans son passé tout en restant ouvert aux influences du monde. Le Sega, c'est un rhizome, un réseau souterrain qui traverse les âges, les cultures, les frontières. Dans Les Peuples nus, livre paru en 1953 et préfacé par Yves Coppens, l'écrivain Max-Paul Fouché dit ceci: « Il suffit d'un tambour, l'Afrique recommence. » Depuis la nuit du morne jusqu'aujourd'hui, le Sega a survécu à l'oubli. Il a résisté aux préjugés. Il s'est transformé sans jamais se renier. Il est patrimoine de Maurice, des Mascareignes et désormais de l'humanité entière. Une revanche éclatante sur l'histoire. L'Odyssée du Sega, un récit de Géraldine Hennequin. Réalisé par Muse Productions avec le soutien du National Arts Fund et de Radio One. Lecture, Yannick Nanette. Assistance éditoriale, Martine Charrier. Voix off, Alessandro Chiara. Documentation, Next Art Factory. Interview, Hello Jude Studio. Mixage, Silvano Alcide avec le soutien de Prodcom. Merci pour ce voyage. Cette odyssée que Muse Productions a eu le plaisir de produire grâce au soutien de Radio One et du National Arts Fund.